Debout au bord d'un champ de maïs industriel moderne dans l'Iowa ou d'une vaste étendue de soja au Brésil, que voyez-vous? Vous voyez un triomphe de la géométrie, des lignes parallèles sans fin s'étendant jusqu'à l'horizon, un vert vibrant et uniforme qui crie à l'efficacité. Mais regardez de plus près, entrez dans les rangées. Écoutez, le silence est assourdissant. Il n'y a pas de bourdonnement d'insectes, pas de bruissement de petits mammifères, pas de bourdonnement chaotique de vie. Vous vous trouvez dans un désert vert, un vide biologique artificiellement maintenu en vie. Cette perfection visuelle est en réalité un état d'extrême fragilité, une bombe à retardement ou une seule espèce nuisible, trouvant un buffet infini de son hôte préféré sans aucun prédateur pour l'arrêter, peut déclencher un événement de niveau famine en quelques jours. C'est le paradoxe de l'agriculture moderne. Nous avons conçu des systèmes si efficaces pour produire des calories qu'ils sont terrifiés par la nature elle-même. Pour maintenir cette fragile illusion en vie, le complexe industriel vous a vendu un modèle d'abonnement à la guerre chimique. Des pesticides, des herbicides et des engrais synthétiques, conçus pour tuer la biologie même qui faisait autrefois le travail gratuitement. Mais il y a un problème dans leur matrice, un fantôme dans la machine qu'ils ont dépensé des milliards à noyer. Ce n'est pas un nouveau produit chimique ou une supergraine génétiquement modifiée. C'est une relation. C'est une combinaison de plantes spécifiques, interdites, une clé biologique qui, une fois insérée dans le réseau du sol, perturbe le radar du ravageur, électrostimule l'échange de nutriments et rend l'arsenal chimique obsolète. Ce n'est pas du jardinage, c'est de l'ingénierie insurrectionnelle. Et pour comprendre pourquoi cette simple technologie a été enterrée, nous devons revenir au moment où la science a pris un mauvais virage, échangeant la sagesse de la forêt contre l'arrogance de l'usine. L'histoire est souvent présentée comme une marche linéaire vers le progrès, mais dans le domaine de l'agriculture, il s'agissait d'un effacement calculé. Pour trouver le plan que nous recherchons, nous devons remonter le temps jusqu'en 1937, au laboratoire poussiéreux du physiologiste végétal autrichien Hans Molisch. C'est Molisch qui a le premier codifié le terme allélopathie, dérivé du grec allélon, l'un de l'autre, et pathos, souffrance. Il n'étudiait pas la culture associée comme une tradition folklorique pittoresque. Il documentait une forme sophistiquée de guerre biologique. Molisch a démontré que les plantes ne sont pas des sculptures vertes passives attendant d'être mangées. Ce sont des combattants actifs, utilisant une biochimie complexe pour sécuriser leur territoire. Il a prouvé que certaines espèces libèrent des agents chimiques spécifiques dans le sol et l'air. Des inhibiteurs pour supprimer les concurrents et des signaux pour avertir les alliés. C'était l'aube d'une nouvelle physique agricole, une physique qui traitait le champ, non pas comme un atelier d'usine, mais comme un réseau réactif et communicatif. Pourtant, au moment même où cette science invisible gagnait du terrain, le monde a explosé en guerre. Le conflit mondial a complètement déplacé l'attention industrielle vers la production de masses de nitrates pour les explosifs et d'agents neurotoxiques pour la guerre chimique. Lorsque la fumée s'est dissipée en 1945, la vaste infrastructure industrielle construite pour la mort avait besoin d'un nouveau marché pour survivre. Ils l'ont trouvé dans votre approvisionnement alimentaire. Le procédé Haber-Bosch, qui avait synthétisé l'ammoniac pour les bombes, a été transformé pour inonder les fermes d'azote synthétique. Pourquoi se soucier de comprendre la tension subtile et invisible des interactions racinaires ou la délicate signalisation atmosphérique entre un souci et un plant de tomate quand on pouvait simplement bombarder le sol avec NPK? Les géants de la chimie ont lancé une campagne pour renommer les connaissances biologiques traditionnelles en paysannerie inefficace et la dépendance synthétique en libération moderne. C'était la grande divergence.
La recherche sur l'allélopathie, l'étude de la façon dont les plantes se protègent naturellement les unes les autres, a été définancée et poussée dans l'ombre de l'obscurité académique. Cela ne correspondait pas au modèle économique. Vous ne pouvez pas breveter la fréquence à laquelle un plant de basilic vibre pour repousser une chenille de sphinx de la tomate. Et vous ne pouvez pas non plus vendre un abonnement à la réponse immunitaire d'un système racinaire. L'industrie a choisi d'ignorer les mécanismes sophistiqués et autorégulateurs de la nature au profit d'une approche brutale qui privilégiait le rendement à la résilience. Nous n'avons pas seulement perdu une technique, nous avons perdu une compréhension fondamentale de la façon dont le monde botanique communique. Nous avons échangé la sagesse de la forêt contre la dépendance du laboratoire. Et ce faisant, nous avons réduit au silence la fréquence même qui tenait les ravageurs à distance pendant des millénaires. Pourquoi la machine agricole moderne insiste-t-elle pour planter des millions de clones identiques, de maïs, de blé ou de soja, sachant pertinemment que cette uniformité génétique invite à la catastrophe? La réponse ne réside pas dans la biologie, mais dans le calcul froid et dur de la chaîne d'approvisionnement. La monoculture est la manifestation physique des économies d'échelle. Pour une machine, la diversité est une friction. Une moissonneuse-batteuse ne peut pas naviguer dans un réseau chaotique de haricots grimpants sur des tiges de maïs gardées par des courges. Elle a pour la besoin de rangées prévisibles et standardisées. Le système alimentaire industriel n'a pas été conçu pour maximiser la nutrition ou la santé écologique. Il a été conçu pour maximiser le débit et standardiser la transformation. Mais il y a une variable plus sombre dans cette équation. La monoculture crée une nécessité mathématique d'intervention extérieure. Lorsque vous dépouillez un écosystème de sa complexité, vous supprimez le système immunitaire. Vous créez un vide biologique. Dans une forêt naturelle, une épidémie de ravageurs est autolimitée parce que les plantes hôtes sont dispersées et cachées parmi les non-hôtes. Dans un champ de monoculture, l'hôte est partout. Cette vulnérabilité n'est pas un bug dans le système. Pour les géants de l'agrochimie, c'est la principale caractéristique. Un écosystème autorégulé est un mauvais client. Il n'a pas besoin d'azote synthétique. Il crée le sien. Il n'a pas besoin de pesticides brevetés. Il déploie ses propres défenses chimiques. Par conséquent, le combo d'une seule plante n'est pas seulement une technique de jardinage. C'est un grain de sable dans les rouages d'un flux de revenus de 1000 milliards de dollars. Si vous plantez une tomate seule, vous êtes un client à vie. Vous achèterez l'engrais pour la nourrir et le spray pour la protéger. Mais si vous plantez cette tomate aux côtés de son partenaire allélopathique spécifique, vous brisez le cycle de dépendance. Vous n'amortissez plus le coût de votre nourriture sur une chaîne d'approvisionnement de produits chimiques. Vous récoltez les dividendes de la physique naturelle. L'industrie craint ce calcul parce qu'il la soustrait entièrement de l'équation. Nous entrons maintenant dans le royaume de l'invisible, où se déroule la véritable bataille pour votre jardin. Oubliez ce que vous voyez. Dans la zone de guerre microscopique de l'agriculture, la vision est secondaire. Le principal système de guidage pour 90% des parasites de jardin, du papillon du chou à la lerode, est olfactif. Il ne voit pas un plant de tomate comme vous le faites. Il recherche une signature chimique spécifique, un signal moléculaire dérivant dans le vent. C'est là que la physique de notre combinaison de plantes oubliées entre en jeu. Elle agit non pas comme un bouclier, mais comme un brouilleur actif, un système de contre-mesures électroniques, ECM, biologique, qui brouille le radar ennemi. Lorsqu'une plante cible, comme une tomate, pousse isolément, elle émet un profil distinct de composés organiques volatiles, COV, un signal clair et non crypté qui crie « nourriture » à toute antenne réceptrice dans un rayon d'un demi-mile.
Cependant, lorsque vous verrouillez cette plante avec un partenaire gardien spécifique, notamment le genre Taget's, souci, en particulier les variétés sauvages non hybrides, vous modifiez fondamentalement la chimie atmosphérique de la zone immédiate. Le gardien ne sent pas seulement mauvais pour le parasite. Il inonde la colonne d'air locale d'un barrage chaotique de terpènes, de limonènes et d'alpha-pinènes. Pensez à cela comme à un avion de chasse déployant du leurre pour confondre un missile à guidage thermique. Les antennes du parasite sont des récepteurs accordés à une fréquence spécifique, l'odeur de la tomate. La plante gardienne diffuse un bruit blanc de COV de haute intensité qui chevauche et masque la fréquence cible. C'est ce qu'on appelle le camouflage olfactif. Le parasite peut physiquement survoler votre culture, incapable de réaliser un verrouillage, parce que le signal chimique a été noyé par les émissions du gardien. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chromatographie en phase gazeuse en temps réel. Vous utilisez les lois de la diffusion et de la densité moléculaire pour cacher votre nourriture à la vue de tous, rendant le système de navigation du parasite inutile sans pulvériser une seule goutte de poison. Si l'air est le champ de bataille de la guerre des radars, le sol est l'endroit où commence la guerre des tranchées. Pendant que vous êtes distrait par les feuilles, le véritable tueur silencieux du jardin, le nématode à gales, se déplace à travers la matrice souterraine. Ces vers parasites microscopiques sont des missiles à guidage thermique pour les systèmes racinaires de vos plantes, naviguant dans l'obscurité en suivant les gradients électriques et chimiques des extrémités en croissance. Dans une monoculture standard, le sol n'offre aucune résistance. C'est une autoroute ouverte à l'infection. Mais lorsque vous introduisez notre génotype gardien spécifique dans la zone racinaire, vous ne plantez pas seulement une fleur, vous installez un périmètre souterrain à haute tension. L'arme ici est un composé contenant du soufre, appelé alpha-tertiényl. Au fur et à mesure que la plante gardienne grandit, elle pompe ce thiophène phototoxique à travers ses poils racinaires et dans la rhizosphère environnante. C'est là que la physique devient fascinante. Ce composé n'est pas simplement une toxine passive. Il agit comme un perturbateur moléculaire qui cible l'intégrité cellulaire du nématode. Lorsqu'un nématode entre dans cette zone chargée et entre en contact avec le composé, l'alpha-tertiényl imprègne sa cuticule et infiltre la bicouche lipidique de ses membranes cellulaires. Pensez à la membrane cellulaire du nématode, comme à une batterie biologique. Maintenant, une différence précise de charge ionique. Positive à l'extérieur, négative à l'intérieur pour fonctionner. L'alpha-tertiényl agit comme un court-circuit. Il compromet l'isolation de la membrane, provoquant un afflux incontrôlé d'oxygène singulet et de radicaux libres réactifs. Cette explosion oxydative perfore la paroi cellulaire, entraînant la perte de confinement ionique de l'organisme et essentiellement la fuite de son énergie vitale dans le sol. Nous parlons de la dépolarisation du système électrique biologique du parasite. Le résultat est une zone stérile, un rayon interdit, autour de vos cultures vivrières où l'écologie du sol a été militarisée contre les envahisseurs. Le nématode ne décide pas simplement de partir. Sa physique interne rend la survie dans cette zone impossible. Nous avons décodé la physique, mais nous sommes maintenant confrontés au piège de la chaîne d'approvisionnement. Si vous entrez dans une jardinerie standard aujourd'hui et achetez un plateau de soucis, vous échouerez probablement. C'est là que l'industrie joue son tour le plus cruel. La sélection horticole moderne a passé des décennies à améliorer le souci en supprimant la chose même qui le rend puissant, son parfum. Les sélectionneurs ont systématiquement sélectionné des fleurs plus grandes et neutralisé l'odeur forte et piquante pour rendre la plante plus attrayante pour le consommateur suburbain. Lorsque vous achetez un hybride sans parfum et à fleurs doubles,
vous achetez un soldat désarmé. Vous plantez une bombe biologique qui a l'air jolie, mais qui n'a pas la charge chimique pour se battre. Pour exécuter ce plan, vous devez rejeter les variétés africaines, Tagetes erecta, que l'on trouve souvent dans les grandes pépinières, qui sont cultivées pour l'apparence. Vous avez besoin des variétés tactiques. Votre cible principale est Tagetes patula, communément appelé le souci français. Ce génotype spécifique contient la plus forte concentration d'alpha-tertiényle, un agent nématocide dans son système racinaire. Il est plus petit, plus râblé et chimiquement agressif. Si vous êtes confronté à une infestation grave ou si vous défrayez un terrain, vous avez besoin de l'artillerie lourde. Tagetes minuta, œillet d'Inde mexicain. C'est moins une fleur qu'une arme biologique. Il pousse haut, libère des quantités massives de terpènes dans l'air. Et ces exsudats chiracinaires sont si puissants qu'ils sont étudiés comme herbicides naturels contre le liseron et le chien dent. Le test d'étalonnage est simple et immédiat. Lorsque vous trouvez une plante candidate, brossez vigoureusement le feuillage avec votre main. Si le parfum est faible ou doux, passez votre chemin. Vous recherchez une odeur forte, piquante, presque musquée, qui persiste sur votre peau. Cette odeur est le son de la plante qui hurle dans le spectre chimique. Elle indique une forte concentration d'huile volatile prête à être déployée. Ne faites aucun compromis sur la génétique. L'efficacité de l'ensemble de ce protocole repose sur la machinerie moléculaire spécifique de la plante que vous mettez en terre. Vous ne faites pas de la décoration. Vous recrutez un allié. Maintenant que vous avez sécurisé les bonnes munitions génétiques, nous devons aborder la géométrie du déploiement. La plupart des tentatives de cette méthode échouent parce que le jardinier traite la plante gardienne comme une bordure décorative, une ligne jaune polie traçant le bord du potager. C'est tactiquement inutile. Pour brouiller efficacement le radar du parasite, vous devez abandonner la rangée linéaire et penser en termes de chevauchement du signal. Imaginez votre jardin non pas comme une peinture, mais comme une carte de couverture pour un réseau cellulaire. Si les tours de transmission, dans ce cas vos œillets d'Inde, sont placés trop loin l'une de l'autre ou seulement à la périphérie, vous créez des zones mortes au centre du lit où le signal de protection diminue et où les parasites peuvent naviguer librement. Vous devez créer une grille de saturation. Le schéma le plus efficace pour ce pare-feu biologique est un réseau triangulé. Pour 3 cultures cibles, imaginez 3 plants de tomates disposés en triangle. Vous devez insérer un Tagetes patula directement au centre géométrique, le centroïde de cette formation. Cela crée un rapport tactique de 3 à 1 qui assure une couverture maximale. Lorsque le soleil de midi chauffe les huiles volatiles dans les feuilles de l'œillet d'Inde, la colonne de gaz protecteur s'élève et se répand latéralement. En plantant dans cet entrecroisement serré, les colonnes de gaz des gardiens adjacents fusionnent, créant une interférence constructive, un toit continu et invisible de terpènes qui isole vos tomates de l'air libre. C'est une guerre de densité. Vous sacrifiez consciemment un faible pourcentage d'espace de culture pour assurer la survie de l'ensemble. Vous devez réprimer l'envie de séparer vos fleurs de votre nourriture. Vous devez les intégrer jusqu'à ce que la distinction disparaisse. Dans un système biologique fonctionnel, il n'y a pas de frontières, seulement des champs d'influence qui se chevauchent. Nous arrivons maintenant au précipice final, où la question passe du comment au pourquoi. Ce que je vous ai remis n'est pas simplement un plan pour une tomate plus saine ou un lit de terre sans nématodes. C'est une bretelle de sortie d'un système défaillant. Le complexe agro-industriel a passé un siècle à construire une illusion très convaincante. L'idée que la nature est incompétente, un chaos qui doit être maîtrisé par la domination chimique, et que vous êtes impuissant sans leur solution en bouteille.
Chaque fois que vous utilisez un pesticide de synthèse, vous validez leur vision du monde. Vous votez avec votre portefeuille pour un monde où la biologie est subordonnée au profit, où le sol est une terre morte et où votre nourriture est un produit industriel plutôt qu'un cadeau vivant. Mais au moment où vous plantez cet œillet d'Inde à côté de votre culture, non pas parce qu'il est beau, mais parce que vous comprenez la physique de sa zone racinaire et la chimie de son espace aérien, vous commettez un acte de rébellion silencieux. Vous sortez du cycle de consommation et vous entrez dans le rôle d'un créateur souverain. Vous prouvez que la technologie la plus sophistiquée sur Terre ne vient pas d'une usine. Elle s'affine dans l'humus du sol forestier depuis des millions d'années, attendant que vous vous souveniez comment l'utiliser. Le choix qui s'offre à vous est clair. Vous pouvez continuer à traiter votre jardin comme un champ de bataille qui nécessite des munitions externes constantes, créant un désert vert stérilisé, dépendant des mêmes entreprises qui empoisonnent la planète. Ou bien, vous pouvez choisir de vous aligner sur les fréquences invisibles de la Terre en utilisant l'intelligence au lieu de la force brute et la diversité au lieu de l'uniformité. La combinaison d'une seule plante est petite, oui, elle est humble, mais c'est un fil qui, si on le tire, défait toute la logique de la monoculture industrielle. Le code a été cassé, le signal est clair. La question est la suivante. Avez-vous le courage de faire confiance au silence du sol plutôt qu'au bruit du marché? Le jardin est à vos ordres.